Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité Apollonia Poilane. Bonjour. Bonjour Frédéric. Beaucoup connaissent la maison Poilane, cette boulangerie parisienne de la rue du Cherche-Midi, au 8, c'est ça, de la rue du Cherche-Midi. Rue du Cherche-Midi. Synonyme de l'excellence à la française, spécialisée dans les pains au levain cuits au four à bois. Une boulangerie construite par votre grand-père il y a 93 ans, 3 générations, dont la célèbre miche a fait le tour du monde. Et alors, d'abord, et puisque cette émission s'appelle Les Enfants de la République, Apollonia, les valeurs de la République, ça compte pour la boulangère, chef d'entreprise que vous êtes depuis 22 ans? Alors, je pense que ça compte tout simplement parce que on nourrit les hommes et les Ouais. femmes. Donc, on est vraiment à la base du quotidien. On est cette nourriture essentielle qui permet à la République derrière de se construire. Donc oui, il y a un rapport entre le pain et la politique qui est assez évident. Le pain, le citoyen, le pays, on va en parler puisque c'est une histoire millénaire. Hein. Panem et Circenses, il n'existe pas de révolution au monde qui n'ait pas été commencée, si ce n'est pour autre chose que pour un manque de pain. Ah ben justement, à un je voulais moment vous en parler, donné. on va en parler tout à l'heure. Et puis, bon, la Bible, hein, le pain Bien asile, sûr, on bien sait ce sûr, que c'est. bien Alors, sûr. mais d'abord vous, hein, c'est le principe de l'émission, on va parler de vous, de votre parcours. Ça fait quoi de porter un nom mondialement connu? Apollonia Poilane. Hein. Alors, moi, je suis très, très fière de porter le nom de famille de mon père et de mon grand-père. Mon grand-père qui s'installe au 8 rue du Cherche-Midi, plein de convictions à une époque où Paris se prend d'amour pour la baguette, veut faire du pain qui est blanc parce que ça fait riche, même si le pain lui-même est nutritionnellement assez pauvre. Et d'un autre côté, la conviction que le pain, ça se partage, ça nourrit une communauté, ça nourrit un quartier. Et c'est ce que mon grand-père a fait en Donc 1932. 1932, ah oui. Exactement. On est au 8 rue du Cherche-Midi, plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. Il y a des artisans, des artistes. Le quartier a bien sûr beaucoup changé depuis, mais l'âme de Saint-Germain-des-Prés, elle est là. C'est un quartier où les gens se connaissent, se rencontrent, partagent. Et c'est ce qui a fait les débuts de mon grand-père avec cette miche de pain au levain. Alors, vous avez pris la direction de la boulangerie Poilane. On dit la boulangerie Poilane ou les pains Poilane? Alors, la boulangerie Poilane, La boulangerie ou Poilane. la maison Poilane, enfin, notre entreprise s'appelle Poilane. Poilane. Alors, après le décès de vos 2 parents en 2002 dans un accident d'hélicoptère, vous avez alors 18 ans. Mhm. Bah, comment on vit ça? Je sais qu'on ne vit pas ça bien, mais On comment fait vous comme avez vécu ça? Hein. On fait comme on peut. J'avais 18 ans et le bac en poche. On est à l'automne 2002 et je travaillais au Fournil parce que moi, j'avais décidé qu'un jour, je prendrais la suite de mon père. Simplement, la vie a fait que ça s'est fait beaucoup plus tôt et beaucoup plus brutalement que prévu. Mhm. Donc, d'évidence, ça n'a pas été une période simple. D'abord par la surprise d'un décès accidentel. Mais j'ai eu aussi beaucoup de chance d'être bien entourée, que ce soit à titre personnel avec les amis de mes parents, mes amis, mes copains, mais aussi les équipes avec lesquelles mon père travaillait. Et ça, c'est ce qui a fait que on a fait face à une période qui n'était pas simple, comme on a pu. Et alors, vous avez concilié aussi vos études à Harvard, hein, Oui, et la c'est vrai direction, que pendant 4 ans, et la direction de la boulangerie Poilane. oui, parce que, en fait, quand j'ai pris la suite de mes parents, je faisais une année off, une année de césure avant d'aller à l'université. Alors, c'est beaucoup plus courant maintenant, mais à l'époque, c'était très connu principalement dans le monde anglo-saxon. Et donc, au moment du décès de mes parents, j'avais 10 mois devant moi pour décider ce que je faisais de mon admission à l'université aux États-Unis. Et Parce qu'on va le préciser après, hein, vous êtes franco-américaine, vous êtes née à New York, donc vous c'est êtes ça, je suis franco-américaine, américaine. donc j'ai cette double culture et c'est vrai qu'il me tenait à cœur. Et les études universitaires aux États-Unis vraiment mettent l'accent sur le développement et notre enrichissement au-delà de nos cours, sur nos activités annexes. Et au sein de nos cours, de ne pas faire juste de l'économie et de la gestion, pas juste du droit, pas juste... Quel que soit votre majeur, au fond, je vous parle juste de celle que moi j'avais fait. Et donc, l'idée, c'était pour moi de pouvoir concilier les deux. Et je le faisais comme d'autres étudiants avaient une activité associative ou entrepreneuriale. Et alors, Et je revenais régulièrement aussi. Et vous avez dû apprendre très vite, hein, Oui. très très vite. Et qu'est-ce que vous retenez de votre père
le boulanger Lionel Polan, et de votre mère, la designeuse qui a fait des américaines, Irina Polan, qui fabriquait des bijoux. Hein. Oui, des bijoux, des sculptures fonctionnelles. Ma maman était architecte. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, vos parents? Mes parents, déjà, j'ai eu la chance d'avoir pendant 18 ans de ma vie 2 parents qui m'ont nourri au sens propre comme au sens figuré de belles choses. Ils étaient très très attachés à nous transmettre à moi et à ma sœur un goût de manger bien, de prendre le temps au moment des repas qui égrènent la journée, d'apprécier ce que l'on a dans son assiette, de savoir d'où ça vient. J'ai travaillé, par exemple, j'ai eu la chance de travailler dans la ferme dans laquelle mes parents achetaient les poulets que l'on mangeait. Et donc ça, c'était une expérience de vie assez incroyable. Donc, mon enfance, elle a été égrenée à la fois du quotidien de commerçants, de personnes qui étaient à la fois artisans du mets et artisans d'art. Et les artistes, quelque part. Aussi, oui, bien sûr. Et aussi de ce rapport très pragmatique aux choses, de se dire, bah, écoute, ton poulet, il vient de là. Et il faut que tu apprennes à d'où ça vient et comment ça marche. Alors, votre père, votre mère, j'ai lu qu'à l'évocation de votre famille maternelle, d'origine polonaise, Bożena Uścianowski, Uścianowski, ouais. Vous éprouvez de la tristesse et de la mélancolie. Pourquoi? Alors, je ne sais pas dans quel contexte que j'ai... J'ai lu ça dans un article qui est paru il y a 10-12 ans. Non, je pense que... Alors, moi, je suis vraiment un fruit de l'Europe. L'Est et l'Ouest de l'Europe, je suis à deux extrêmes. En fait, moi, j'ai une vraie fierté à avoir cette double culture, de venir de différents endroits, de différentes cultures. Et je pense que c'est une vraie... Vous êtes une Européenne. Je suis une Européenne. Née aux États-Unis. Née aux États-Unis, cherchez l'erreur. Mais c'est une vraie richesse. Ouais. Et je pense que c'est une ouverture qui, pour moi, fait aussi... Vous parlez de qu'est-ce que mes parents m'ont appris. C'est cette curiosité d'être ouvert sur le monde et les choses. Alors, curiosité d'être ouverte sur le monde et les choses. Et alors, vous avez parlé des origines juives cachées de votre mère. Oui. Est-ce qu'elle avait... Écoutez, c'est une conversation donc, compliquée parce que... Hein. Oui. Mes grands-parents sont nés avant la Seconde Guerre mondiale, dans des zones qui ont appartenu à différentes nations. Et oui, les origines mes origines maternelles sont un peu floues. Et vous êtes dit, parce que je crois que vous n'avez jamais parlé avec votre mère, vous êtes dit, ma famille de ma mère est d'origine juive. J'en ai effectivement, j'ai jamais eu l'occasion. Mes parents sont morts quand j'avais 18 ans. Donc j'ai vraiment eu très peu d'occasions de pouvoir échanger sur d'où venaient mes grands-parents. Mais pour vous, c'est des juifs qui se sont cachés, qui ont caché leurs origines. Il est très probable, oui, c'est très probable. C'est très probable. Et donc, ils ont connu la Shoah? Probablement. Mais en tout cas, c'est des régions du monde qui ont été tellement malmenées. Je n'ai pas connu mon grand-père maternel, merci. Mais j'ai connu ma grand-mère maternelle et l'évocation de son enfance me fait penser effectivement à ce qu'elle a connu des périodes pas simples. C'est pour ça que vous dites tristesse et mélancolie quand on parle de ma famille, de votre famille. Mais alors, oui, il faudrait que je recontextualise cette chose. C'est un portrait qui avait été fait. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous regardez la famille du côté de ma maman, oui, ma grand-mère n'était pas la personne la plus gaie de la Terre, mais enfin, elle était quand même sympa. Elle vous disait quoi de sa jeunesse en Pologne? En Pologne et en Ukraine, d'ailleurs. Oui, alors... À la frontière entre les deux. À la frontière entre les deux. En fait, au crépuscule de sa vie, mon père a eu l'intelligence de faire venir une dame avec qui ils ont consigné l'histoire de ma grand-mère. Et donc, en fait, c'est ce document-là que j'ai relu et c'est vraiment le seul moment où on a vraiment évoqué ensemble, ou plutôt moi, j'ai lu son histoire. Mais ma grand-mère est morte trop peu de temps après pour que je puisse lui poser plus de questions. En tout cas, vous l'avez dans votre esprit, dans Exactement. votre mémoire. C'est une partie de vous, de votre mémoire. Oui. Et quand vous voyez que l'antisémitisme monte de manière exponentielle depuis le
le programme du Hamas du 7 octobre, qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai beaucoup de... En fait, je ne conçois pas d'un monde dans lequel on ne peut pas être ouvert et accueillant. Notre monde est riche des différences et on doit inclure les gens et pas les exclure parce parce que lui il est grand, parce que lui il est petit, parce qu'il a telle religion, parce qu'il a telle vue de politique. Je ne sais pas ce que j'en fais, si ce n'est que j'en suis encore au stade où je me dis, en fait, c'est gênant de refuser le dialogue. C'est gênant de ne pas accueillir la différence. Et non, ça n'est pas juste des pensées en l'air. Quand quelqu'un vient à la boulangerie, je ne lui demande pas quelles sont ses opinions politiques avant de le servir. Et ça, c'est important. Et je pense que c'est évocateur de la façon dont moi, j'aimerais que l'on puisse, entre personnes, entre humains, échanger et dialoguer, parce que je ne pense pas qu'il y ait... S'il n'y a pas de dialogue, on érige des murs, mais si on érige des murs, on ne peut pas vivre en société, puisque de facto, on s'isole. Or, en tant qu'humains, nous sommes des êtres sociaux et on a besoin de l'échange, on a besoin de commercer, on a besoin de dialoguer. Et c'est ça qui fait notre richesse. Donc, pourquoi aller s'appauvrir inutilement? Et d'ailleurs, c'est un peu c'est à l'origine aussi du parcours de votre mère, qui est partie de la Pologne. Oui. Vers les États-Unis et la France. Exactement. Alors, en fait, ma mère et sa famille ont émigré aux États-Unis. Elle a rencontré mon papa, c'est ce qui fait qu'elle est revenue en Europe. Mais effectivement, moi, je viens d'une famille du côté de ma maman où on prend son bâton de pèlerin et on avance quand les possibilités... Grâce au melting pot américain. Oui, alors... Il faut remettre. Il faut qu'on recontextualise les choses, mais effectivement, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est plus le melting pot du début du 19e siècle. Probablement pas. Mais surtout, en fait, c'était ne serait-ce que la possibilité. J'ai été frappée par ma mère qui, en grandissant, je lui ai dit, mais maman, pourquoi est-ce que vous êtes partie de Pologne? Elle me dit, mais parce qu'on avait faim. Donc, dans les années 60. Donc ça, c'est dans les années 60. Quand elle me dit ça, c'est les années 90. Je suis une petite fille qui grandit à Paris. J'ai à manger tous les soirs sur ma table. Je peux même pas concevoir ce qu'elle me raconte. Alors, on va justement vous parler de manger, de boulangerie. On va revenir à votre parcours de boulangère. Oui. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez réussi à faire une miche de pain? Parce que je sais que c'était un épisode facile. Qui vous a marqué. Oui, parce que alors j'étais au Fournil, c'était les ponts du mois de mai. Ma maman m'avait dit, écoute, si tu es sérieuse à l'idée de reprendre un jour la boulangerie... Elle vous parlait en français ou en anglais, votre maman? Anglais, donc je suis en train de vous traduire maladroitement ce qu'elle me racontait, mais au fond, son point, c'était... Mais parce qu'à la maison, vous parliez français avec votre père avec et anglais ma mère avec... et français avec mon père. Ouais. Et donc, ma maman me met au Fournil. Ce sont les ponts du mois de mai. Il se trouve que mon maître d'apprentissage travaille de nuit. Donc moi, à 2-3 heures du matin, avec un œil à moitié ouvert, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Même si je sais c'est ce que j'ai envie de faire, mais il y a quand même une réalité quand on a 16 ans. Et là, c'est vrai que les premières miches que j'ai façonnées, je les ai trouvées extrêmement difficiles à appréhender. La pâte collait, c'était lourd pour mes petites mains. Une miche, c'est quoi, je suis pas très grande. 1,8 kg? C'est un peu plus de 2 kilos quand c'est juste de la pâte. Ouais. Et je suis pas très grande, donc en fait... Je me suis dit, mince, comment est-ce que je vais réussir à faire ça? Et en fait, ce qui est beau avec le pain, c'est que c'est en répétant le geste, en appréhendant, en apprivoisant la pâte, que petit à petit, on arrive à nos fins. Il faut combien de temps pour ça? En fait, un jour, il y a un déclic. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire qu'à force de reproduire, d'émuler le geste de mon maître d'apprentissage, un jour, le geste est venu et je serais incapable de vous faire le geste que je faisais avant. Le jour où j'ai passé la barre, il n'y avait plus de retour en arrière. Et vous continuez à le faire? Et je continue de le faire. Ouais. Alors, c'est souvent le week-end où je travaille au Fournil parce que pendant la semaine, c'est vraiment la direction d'entreprise. Parce que vous m'avez fait visiter le Fournil de la 8 rue du Cherche-Midi. C'est des œuvres d'art, ces Fournils? C'est des œuvres d'art. Historiques? Donc, on est dans les caves d'une ancienne crive d'un couvent du XVIIe siècle. Il y a un four qui est chauffé au feu de bois. Donc, on est dans un sous-sol avec une partie des murs qui est voûtée, qui sont tannés par le temps. Les pierres, comme le tour de travail en bois, sont
sont vraiment façonnés à la main et aux miches qui ont vu fournée après fournée, génération de boulanger après génération de boulanger. Et donc, quand vous rentrez au Fournil, c'est vraiment, vous rentrez dans de l'histoire, mais qui est riche justement de toutes ces générations avant nous. Parce que, alors, d'ailleurs, depuis 1932, je Mhm. crois que vous fabriquez à peu près 2-3 000 miches par jour, c'est ça? C'est ça. Donc ça veut dire combien depuis 1932? Ouh là là, j'ai pas fait le calcul. Vous l'avez fait? Non. Non. C'est des dizaines de millions? Bah oui, alors il faudrait qu'on ressorte une calculette là, Ouais. parce que. mais oui, enfin, mais ce qui est plus que le nombre de miches, ce qui est très beau, c'est de penser que depuis 1932, depuis le moment où mon grand-père a commencé à faire une première fournée de pain et qu'il s'est dit, bah, moi je vais garder un morceau de la pâte pour ensemencer la fournée suivante, on a cette espèce de fil rouge qui est notre guide, qui est notre levain, qui depuis 1932, depuis 93 ans, sert de fil rouge. Alors j'ai fait un calcul là. Ok. Si on compte 3000 miches par jour, mais il y en avait sans doute moins avant, on arrive pratiquement à 100 millions de miches, 98 550 000. Incroyable. Hein? Incroyable. 98 millions de miches de pain. Ça fait du pain quand même. Ça fait du pain, et puis avec tout le reste. Alors, vous avez toujours su que vous vouliez être boulangère ou pas? Ouais. Hein? Ouais, parce que, en fait, mon grand-père, je l'ai connu petite jusqu'à mes 9-10 ans. Et mon père m'ont tous les deux, un peu malgré eux, transmis le goût de ce métier. Je gagnais mon argent de poche en mettant des sablés dans des sacs, les timbres sur les enveloppes, en classant les factures, bref. Toute cette exposition à mon métier m'a permis de me dire, mais c'est là où je veux être. Alors bien sûr, il y a l'évidence, mais ce qui est beau, c'est que 22 ans après avoir pris la suite de mon père, je continue d'aimer ce métier. Donc, vous aimez votre métier? C'est un métier aussi essentiel qu'autrefois ou pas? Parce qu'on mange moins de pain qu'avant. On mange moins de pain qu'avant, ça c'est sûr. Et on recherche le pain de qualité. Mais regardez, en avril 2020, la plus grosse recherche sur Google, c'était comment faire du pain à la maison. C'est pas parce qu'on savait pas faire du pain à la maison, c'est pas parce que on en faisait juste avant. Le confinement. Oui, mais le confinement remet en cause tous nos points de repère. Et bizarrement, alors qu'on ne vit plus dans cette époque-là, on se retourne vers un truc très basique, très essentiel, qui est finalement vraiment, qui fait partie de nos tripes, faire du pain. Faire du pain. Alors comment il faut vous définir d'ailleurs, comme boulangère? Chef d'entreprise ou boulangère? Alors boulangère d'abord, c'est mon métier, et je suis responsable d'une entreprise. Ouais. Et votre mission? Vous avez une mission particulière? Ah bah moi c'est nourrir. Nourrir corps et esprit. Et le pain, c'est une histoire française? Alors, il y a un pain français, hein. Oui. Et on aimerait tous s'en enorgueillir. Mais la réalité, c'est que le pain, c'est une nourriture universelle qui, ne laisse pas indifférent, et deux, quelle que soit sa forme, trouve son écho sous une forme ou sous une autre, quelles que soient les cultures. Après, on a été quand même vachement bon en France pour promouvoir cet aspect de notre identité. Même, sauf que, bizarrement, la baguette n'a que 100 ans, et à peine. Ouais. Donc, moi, je mettrais vraiment... Et vous, 93 ans? Oui. Le pain que l'on mange en France pendant des siècles, c'est ces grosses miches. C'est le pain pour l'âne. Et c'est d'ailleurs, alors je vous dis en France parce qu'on prend ce pain de repère, mais c'est un pain européen. Un pain européen, alors justement, votre père, il a ouvert une boulangerie à Londres, c'était en 2000. En 2000. Pourquoi cette idée de vouloir faire du pain français pour les Anglais? C'est marrant, hein? Ouais. Alors d'abord, aujourd'hui, ça a un peu plus de sens parce que... Ça fait 25 ans, et ça marche? Et ça marche, et surtout... Et le pain, vous le faites là-bas, sur place? On le fait sur place. En fait, mon père a commencé une boulangerie un petit peu comme mon grand-père avait commencé à Paris. Et il avait l'attrait de l'international, c'était l'Europe... C'était une chouette aventure. Londres est une ville assez française par le nombre de Français qui habitent sur place. Mais c'est marrant parce que ce n'était pas nos premiers clients. Et on était avant le Brexit quand même. Et on était avant le Brexit, oui, aussi. Ça, c'était l'Europe. C'était un point d'importance. Et Londres, c'était jusque la pandémie qui a précipité les impacts du Brexit. C'était un lieu où vous rencontriez des gens de partout d'Europe qui venaient. J'avais un petit café, le bail est arrivé à expiration en juin 2020. On avait toutes les nationalités européennes et c'était incroyable. C'était vraiment un joli carrefour, cette ville.
Et vous y allez souvent, Et j'y vais régulièrement. Vous y allez régulièrement. Il y a une culture du pain. Est-ce qu'il y a un lien entre la culture et le pain? Et vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que les artistes, ils ont côtoyé la boulangerie Paulhan. Exactement, oui. En fait, et quand on va chez vous, quand on va dans l'arrière-boutique, on voit tout un tas de tableaux qui représentent... Donc si vous revenez, effectivement, si vous venez au 8 rue du Cherche-Midi et que vous jetez un coup d'œil dans l'arrière-boutique, vous verrez au mur plein de peintures, des dessins, des aquarelles, avec notre pain mis en valeur. Le pain a souvent été un objet de sujet artistique, mais ça peut aussi même être un médium artistique. Il y a la pâte à sel, la pâte à pain. Alors, choisi ou voulu. Vous avez des fêtes, beaucoup de fêtes chrétiennes, religieuses chrétiennes, où on prend du pain pour en faire des formes de petits santons. Je pense à une fête en Sicile qui utilise de la pâte à pain comme ça. Mais il y a aussi des moments où c'est imposé. Donc il y a une culture dans les bagnes ou dans les prisons de personnes qui se retrouvaient en indélicatesse et qui prenaient la mie du pain pour façonner Lénine, un encrier, tel autre, des petites crèches, des machins. Des petites sculptures. Voilà. Et d'ailleurs... Je dis la crèche parce qu'il y a spécifiquement un objet qui a été fait comme ça par des bagnards. C'est pour ça que je... Le pain azim, ça vous dit quelque chose? Oui, mais non. Mais vous n'en avez jamais fait? Alors nous, on fait pas de pain, on fait que du pain levé, effectivement. Et une des marques de Poilane, une de nos singularités, c'est ce levain qui, depuis 1932, fait pousser nos belles miches au four et qui crée à la fois un fil rouge, un lien entre le passé et le présent, mais qui nourrit aussi l'avenir. Alors, les relations d'ailleurs entre Poilane, votre grand-père déjà, et les artistes. Et un certain nombre d'artistes. Je sais que vous adorez Dali, par exemple. C'est un ami de la famille. Alors, mon père a rencontré Salvador Dali à la fin des années 60 et il lui a fait toute une chambre à coucher en pain. Donc oui, on a... que ce soit des artistes peintres ou des artistes qui prennent le pain comme médium, ce lien, on le nourrit et on l'aime. Et on a aussi des artistes qui nous envoient par la poste des œuvres. Ça m'est arrivé du Canada. Une dame qui m'a envoyé un dessin de nos petites punitions. C'est nos petits biscuits sablés. Nos petits sablés qui sont cuits dans le four chauffé au bois. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment une relation qu'on nourrit. Et Salvador Dali et mon père, donc Salvador Dali aimait la matière pain pour toutes ses dimensions symboliques, mais ce qui est beau, c'est qu'ils ont créé avec mon père, pour Gala, et si vous allez sur le site de l'INA, vous pouvez voir Lionel Poilane, Salvador Dali, une petite vidéo qui est absolument délicieuse, où on voit la livraison de cette chambre à coucher en pain. On va dire à nos éditeurs, on encourage nos éditeurs à aller sur les réseaux pour voir ça. Et moi aussi, je ne la connaissais pas. Il y a une odeur du pain. Ah, bien sûr. Non, mais il y a plusieurs odeurs du pain. Il y a le pain chaud, il y a le pain froid, il y a le pain qui est trop cuit. Et le pain Poilane, il y a une odeur? Mais bien sûr. Et chacun de mes pains a son odeur. Pendant le confinement, on n'ouvrait que jusqu'à 15h. Et donc, le pain de mie, qui a une odeur un petit peu plus sucrée, un peu plus douce. Là où et vous avez un pain de mie particulier? Oui, on a un pain de mie assez particulier, assez dense. Très dense. Mais très bon. Très bon. Et ce pain, comme il cuisait un petit peu plus tôt, je sentais son odeur dans mon bureau à une heure complètement différente. Donc j'étais complètement déphasée. Alors déphasée, je ne sais pas si c'est du déphasage ou pas. En tout cas, vous avez à la fois une formation de boulangère et d'économie à Harvard. Vous avez eu un bachelor d'économie à Harvard. Vous êtes à la fois française et américaine. Vous êtes née à New York. Je vis à Paris. Vous vivez à Paris. Vous voyagez beaucoup, et notamment en vélo aussi, on en parlera. Comment vous traduisez cette sorte de complexité? C'est une richesse pour moi, de pouvoir... c'est à l'image de cette double culture de mes parents qui... J'aime le fait que cette double culture à la fois me nourrit... Donc française-américaine. Mais aussi me pousse à être ouverte sur le monde et les choses. Qu'est-ce qu'il y a d'américaine en vous? Qu'est-ce qu'il y a de française en vous? Qu'est-ce qu'il y a d'américain en vous? D'Amérique et de France? C'est marrant parce que je me souviens d'avoir posé la question à mon père de quel était le pays où qu'est-ce qu'il préférait, la France ou les États-Unis. Il me disait, écoute, moi j'essaye de prendre le meilleur de ces cultures. Et... Mais c'est quoi le meilleur?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je pense que c'est un peu dur de catégoriser ou de réduire l'esprit, mais je verse totalement dans le cliché et je m'assume. Il y a une culture culinaire en France qui est merveilleuse. Et il y a aux États-Unis une culture d'entreprise et d'aller chercher ce que le côté entreprise, entrepreneurial, vous l'avez appris aux États-Unis, la culture culinaire, probablement. Trump, il arrive dans 3 semaines. Hein, il faut en avoir peur ou pas? Vous avez voté d'ailleurs aux élections? J'ai voté aux élections, ouais. Je ne vous demanderai pas, sauf si vous voulez le dire. Non. En fait, en tant que femme et en tant que personne, j'ai eu la chance. En fait, j'ai la chance de pouvoir voter. Donc, à partir du moment où j'ai cette chance, oui, je suis allée m'exprimer. Et vous avez voté parce quoi, alors? Que j'ai voté pour le Parti démocrate. On verra ce qui se passera. Pour la vice-présidentarise. Et j'ai pas de. La culture aux États-Unis est à partager son vote et j'ai pas de problème à le dire. Je ne sais pas ce qui se passera. Ça vous fait peur l'arrivée de Trump au pouvoir ou pas? Enfin, le retour de Trump. En tant que femme, je ne me sens pas. Ça m'interroge. Ça m'interroge et par rapport à l'avortement, sur des questions de société. L'avortement, ça c'est un aspect de la vie d'une femme, mais ça concerne pas tout le monde. Ne serait-ce que c'est l'égalité homme-femme. Et nous sommes différents, hommes et femmes, mais pour autant, on a le droit aux mêmes droits. Et ça me fait peur d'être. Mais effectivement, le droit à l'avortement, c'est pas simple. En tout cas, vous avez voté démocrate et vous l'assumez. Et je l'assume. Et vous l'assumez. C'est vrai que votre père, on revient à ce métier de boulangère, il préférait la qualité à la quantité. Et pourquoi? Et pourquoi? Tout simplement parce que... Et ça change quoi de préférer la qualité à la quantité? Quand on aime la qualité, on prête attention et on prend le temps de mettre une intention à ce que l'on fait. Et cette intention, elle nourrit le moment, elle nourrit la personne. Peut-être pas autant de personnes que l'on aimerait, mais ça nourrit ça. Et ça permet derrière d'engendrer un cercle vertueux pour agréger la quantité. Et c'est votre cas aussi. Oui. Vous avez hérité ça de votre père. Oui, vraiment. Qualité plutôt que quantité, c'est vraiment, ça fait partie des valeurs que j'ai reçues de mes parents. De votre philosophie de la vie? Oui, alors n'allons pas jusque-là, mais je suis un peu trop jeune pour philosopher sur ce genre de choses. Mais oui, ça fait partie de ma culture, ça fait partie de mes convictions. Alors, ça fait partie de vos convictions, philosophie ou pas de la vie. Vous en parliez au début de cette émission, il y a quelque chose de politique, de citoyen dans le pain? Oui. Vous pouvez pas... Je pense que s'il y a une chose dont je me suis rendu compte à la tête de Poilâne depuis un peu plus de 20 ans maintenant, c'est que le pain est un objet très politique. Puisque, comme je vous le disais, il n'y a pas une révolution qui n'a pas été commencée pour un manque de pain, que ce soit. Alors on peut parler quelle que soit la forme du pain. Révolution française ou révolution russe? Révolution russe, par exemple. Regardez les printemps arabes. La une du monde au moment des printemps arabes, ce sont une horde d'hommes avec des galettes de pain plat. Mais vous vous souvenez d'ailleurs, est-ce que ça... ça m'avait marqué particulièrement. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui était diffusé dans l'URSS? Oui, alors j'étais pas tout à fait née, mais je l'ai souvent entendu parler. Les reportages. Même en France, on fait la queue pour manger du pain. Et pourquoi? Parce qu'on allait 8 du cherche-midi, parce qu'il y a toujours la queue dans votre boulangerie, et donc les reporters soviétiques à l'époque, les caméramans soviétiques, faisaient la propagande en disant en France on manque de pain. On manque de pain, voilà. Donc ça veut dire que ça marque. Ça marque, oui, bien sûr. Et donc c'était dans les années, il me semble, dans les années 80. C'est au début des années 80. Mais oui, le pain est un objet politique. Puisqu'on touche à l'estomac des hommes. Et d'ailleurs, ne nous méprenons pas, toutes les religions parlent de pain parce que quand on a des personnes face à nous qui sont illettrées, quelle meilleure façon que de parler à leur estomac pour les convaincre. Ça ouvre l'esprit quelque part. Ça permet ça permet de convaincre et d'expliquer ce que l'on veut. Et alors, j'ai lu aussi que vous disiez
boulangère singulière, parce que vous créez à la fois, vous l'avez dit tout à l'heure au début de cette émission, avec vos mains et avec votre esprit. Ouais. Hein? Alors avec vos mains, on comprend votre esprit, c'est-à-dire Le pain, lorsque l'on se nourrit de pain, lorsque l'on mange quelque chose pour satisfaire un besoin premier, manger, on fait deux choses. Un, on engendre une suite. Et ensuite, parce qu'on a libéré notre estomac de ce besoin premier, et ben ensuite on peut nourrir l'esprit. Et c'est en cela où le pain est une nourriture absolument merveilleuse. Nourriture merveilleuse, quelque chose essentiel. Essentiel, quelque chose de politique. La politique, ça vous intéresse d'ailleurs? Pas du tout. Mais vous situez quelque part ou pas? Pas du tout. Je suis un ventre mou centriste. Centriste, c'est-à-dire c'est quoi en fait, non, mais je sais vous même rejetez les extrêmes, c'est ça que ça veut dire? Alors, clairement, je rejette les extrêmes. Lesquels? Extrême gauche et extrême droite? Les deux. Ouais. Les deux, Donc LFI, RN? Je rejette les extrêmes et je pense que en fait, c'est le sujet pour moi, c'est pas ce que je rejette, c'est comment est-ce qu'on peut nourrir le dialogue. Et qu'il y a pas, si on ne peut pas s'asseoir autour d'une table et si on ne peut pas échanger des idées, on n'ira nulle part. Ça veut dire que l'évolution du débat politique, ça vous fait peur? Vous dites c'est pas comme ça que ça devrait être? Je sais pas. Hein? Je sais pas. C'est une très bonne question, mais d'être au point mort, c'est gênant. Le pain, son rôle social. Quel rôle social pour le pain et le boulanger? Parce que je sais que vous citez, parmi vos amis, il y a un professeur d'université américain, vous savez de qui je parle? Steven Kaplan. Steven Kaplan, pardon. Devenu historien du pain, ouais. À partir du moment, je crois que c'était en 62, il a franchi la boulangerie et que mon grand-père l'a accueilli. Voilà. Parce que lui aussi avait la dalle. Né à Brooklyn. Et ce qui est marrant, c'est que oui, Steven est un Américain. Il a écrit beaucoup de livres sur le pain. Et c'est le spécialiste mondial du pain aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment, si vous cherchez une référence par rapport au pain, c'est lui. Il écrit sublimement des livres sur le rapport au pain et enfin bon. Et je précise pour nos auditeurs, il est publié chez Fayard. Il y a peut-être 10, 15, 20 livres de lui sur le pain. Oui, absolument. Je les conseille. Oui. Et donc, parce que le pain, quelque part, il fait, donc vous le disiez, il fait partie de l'histoire de l'humanité. Oui, parce que, en fait, c'est là où c'est intéressant je pense que c'est aussi ce qui nourrit ma conviction qu'il faut dialoguer, il faut travailler ensemble à trouver des solutions, que ce soit pour faire... à toutes les échelles, et je suis un peu vague, mais vous allez comprendre mon point d'ancrage. On ne fait pas du pain sans hommes pluriels. Il y a les personnes qui vont aller faire que dans le champ, ensemble, on va avoir une récolte. Alors vous allez me dire, oui, alors c'est souvent une seule personne qui est en charge de la récolte aujourd'hui, certes, mais il y a toute une chaîne de valeur derrière. C'est le travail. Et c'est quoi les valeurs, justement? Dans la chaîne de valeur, c'est déjà la sélection, la multiplication des grains, la récolte. Ensuite, il faut faire en sorte que ce paquet de céréales que l'on a récolté une année reste sain pendant jusqu'à une année. Donc, à une époque, on crée des places fortes pour protéger le grain, qui deviennent des villes. Et ensuite, il y a la transformation en son produit fini, grâce au travail de la mouture, donc le travail des meuniers. Et alors, en quoi un morceau... Et donc, quand vous créez toute cette chaîne de valeur-là, en fait, vous créez un lien entre des personnes qui doivent dialoguer, qui doivent coopérer au service d'un truc tout simple, tout bête et tellement essentiel. Manger. Et en quoi, justement, un morceau de pain est porteur de civilisation? Parce que ça raconte toute cette histoire et parce que lorsque l'on se dit, au champ, on va s'organiser ensemble pour pouvoir faire la récolte, cette organisation-là prend forme et structure, façonne. Et mon choix des mots est assez délibéré puisque ce sont aussi des métaphores boulangères. On donne forme à une ville. On donne forme à un quartier. Oui, parce qu'il y a beaucoup de villages en France qui n'ont plus de boulangerie. Oui. Ça manque. C'est un point de repère. Ouais. Et pourtant, on mange de moins en moins de pain. Mais ça reste un point de repère. Ça reste un point de repère. Donc c'est ça le rôle d'un boulanger. Et l'ancrage local aussi, c'est important. Oui. Y compris chez vous. Alors aussi parce que un point que l'on élude là, c'est de dire que la boulangerie, c'est aussi le commerce que l'on visite en moyenne 5 fois par semaine. Donc, comme on le visite très souvent, il faut qu'on ait un rapport qui soit délicieux.
Un rapport délicieux. Et aussi, il y a l'accompagnement de l'évolution des modes de consommation des modes de consommation de vos clients tout au long de ces 93 ans Oui. de l'histoire de Poilâne. Comment ça a évolué? Eh bien, ce qui est marrant, c'est que dans notre univers, la boulangerie, les pains ont différentes formes, il y a différentes propositions qui sont faites dans le commerce. Mais si vous regardez le pain que l'on mange depuis des centaines d'années, cette grosse miche, elle reste complètement d'actualité. Elle passe les âges sans prendre une ride. Et ça, c'est assez épatant. Chaque génération y trouve son compte d'une façon différente. Mais ce qui est remarquable, c'est que rien ne change. Tout bouge autour, mais rien ne change. Et la baguette, ça vous a tenté chez Poilâne ou pas? Non, pas vraiment. En fait, c'est juste, c'est pas un pain... non. Enfin, la réponse courte, c'est non. La réponse plus longue, c'est que je pense que c'est un pain qui n'a... On n'a pas les mêmes valeurs nutritionnelles dans une baguette de pain blanc que dans une miche au levain qui a une belle croûte, qui va rassasier, qui va nourrir, qui se partage, qui se garde. Faire des bons sandwichs aussi. Mais c'est très sympa d'avoir une petite baguette, un petit moment furtif, comme les bonbons en fait. C'est sympa d'avoir ce petit plaisir, ce petit kiff. Ça, je l'entends. Et quand c'est bien fait, c'est merveilleux. Mais simplement, une belle miche de pain au levain de blé où on se fait une tartine du matin qui va nous tenir toute la matinée, c'est génial. De se dire que 5 jours plus tard, ce même morceau de pain, on va le savourer peut-être grillé ou peut-être avec d'autres mets ou peut-être qu'on va le saucer. Avec du tarama, avec du saumon fumé. Oui, avec vous en faites, c'est la saison, la fondue, une raclette, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que le pain, il se mange à toutes les sauces, du jour où il est ultra frais jusqu'au moment où il est ultra sec. Je parle à la patronne de Poilâne. Vous préférez le pain Poilâne ou les punitions, les sablés Poilâne? Ah punaise, alors là, pour le coup, ça c'est dur. Votre question est une punition. Je pense que très simplement, si je devais choisir un des deux produits, clairement la miche, parce que j'adore mes sablés, mais vraiment. Alors maintenant, vous avez différentes sortes de sablés. Hein? Oui. J'ai 7 sablés différents qui ont chacun qui sont faits à partir d'une céréale pour vraiment montrer à mes clients le goût. Et c'est récent, ça. Du blé, ça fait 5 ans. Le blé, le seigle, le sarrasin, l'orge, le riz, l'avoine, et j'en oublie une. Et les galettes, Poilâne? Et les galettes. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier puisque c'est la saison là? C'est la saison des galettes. Chez Poilâne, on fait 2 galettes. On fait une galette depuis toujours que beaucoup de Français ont oublié, qui est la galette feuilletée. C'est juste le feuilletage. C'est léger comme tout. On voit toutes les strates des tours du pâtissier. Et puis, ça, c'est la galette d'origine. C'est léger. Et toutes les personnes qui ont peur ou qui veulent faire léger au mois de janvier, essayez-la. Et on fait une autre galette depuis 25 ans avec de la crème de noisette. Et je pense qu'on avait fait partie des premiers boulangers, ou premiers pâtissiers probablement aussi, à faire des galettes avec une crème de noisette plutôt que de l'amande, parce que c'est tellement plus gourmand. Alors, vous êtes boulangère, chef d'entreprise, mais aussi sportive. Ah, je croyais que vous alliez dire gourmande, parce que je suis gourmande. Gourmande, oui, ça va. Non, ça, vous déplacez à vélo. C'est un héritage de votre père. Oui, avec mon papa, on avait une habitude. C'était notre moment. Vous êtes arrivé ici à Radio J en vélo. Hein. En vélo, oui, absolument. Alors qu'il pleut. Et mon père et moi, on se faisait alors on habite rive gauche et on allait rive droite. Alors quand j'étais plus petite, on allait rue des Rosiers, on se faisait un petit falafel tous les deux. Et ça, c'était notre kiff, c'était notre moment père-fille. Et puis quand j'ai été un petit peu plus grande, je pouvais aller un petit peu plus loin. Alors on allait le vendredi soir. Donc rue des Rosiers, falafel. Exactement. C'est les origines juives de votre Non, c'était juste que c'était suffisamment proche pour le faire. Et puis c'était sympa. Puis c'était le moment où on partageait un petit dîner ensemble, comme ça, sur le pouce. Et c'était... Et vous voyez, en grandissant, et c'est toujours le fil rouge, c'est la nourriture, c'est qu'en grandissant, on allait un peu plus loin. Donc on allait jusque la rue Saint-Maur, parce que la rue Saint-Maur, le vendredi, il y avait une pâtisserie algérienne qui était ouverte jusqu'à 22h. Donc on se faisait des petites cornes de gazelle tous les heures en vélo. C'était génial. Donc c'est toujours la nourriture. On peut manger des sucreries et puis rester mince. Écoutez, différentes personnes ont différentes constitutions, mais je crois qu'il y a un consensus sur l'idée qu'il faut quand même manger et bouger, pour reprendre le slogan. Et le vélo est un de mes hobbies. Vélo à Paris,
C'est vélo le à travail. Paris. Et promenade le Et week-end. promenade. Oui, oui, oui. Je suis d'abord une cycliste de ville. Ça, c'est l'héritage de mon père qui m'a Vélo insufflé électrique ça. ou vélo traditionnel? Alors, non, vélo tout court, parce que, non, c'est pire que ça, vous dites vélo traditionnel, mais ce que j'ai entendu récemment, c'est vélo mécanique. Non, mais un vélo, c'est un vélo. Un vélo, Genre, ne nous Maintenant, méprenons vous avez pas. des vélos avec frein ou sans frein. Hein. C'est autre chose. Alors, bon, après, ça dépend des systèmes. Mais j'ai rien contre les vélos électriques, parce que vous faites quand même du travail quand vous faites du vélo électrique. Et franchement, si ça vous permet d'aller un peu plus loin avec un petit boost, et au lieu de prendre une voiture, ou si ça vous libère des transports, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche que vous preniez un vélo électrique? Prenez-le, ça permet quand même de se bouger et de s'aérer. Puis le vélo, ça vous permet de faire des rencontres aussi. Ouais. Dans ces balades. Hein. Oui, absolument. C'est une vraie communauté. En fait, j'ai commencé à faire du vélo de route en 2017 et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie communauté. Et ça, c'est génial. Et alors, vous n'avez pas l'impression qu'à Paris, des fois, les cyclistes font n'importe quoi? Oui, hein? J'en ai fait partie aussi. J'ai un exemple. Vous savez, c'est tout à fait personnel. Il y a 3 jours, j'étais dans une rue de Paris. Alors, vous savez, il y a des pistes cyclables. Ouais. Donc, je tourne à gauche et un vélo qui fonce, qui me rentre pratiquement dessus, il me dit, je dis, mais ça va pas? Il me dit, j'ai le droit, je suis en vélo. Non? Ouais, non, mais attendez. C'est là où il faut que c'est là où il faut tous que l'on accepte qu'on vit en société. Il y a des gens qui sont en voiture, des gens qui sont en scooter, des gens qui sont en moto. Je me souviens, il y a quelques années, moi, je faisais de la moto et j'étais au feu rouge. Et il y a un scooter à côté de moi qui me passe devant parce que eux ils pouvaient. Et je me disais, en fait, eux, ils peuvent, mais on doit tous fonctionner ensemble. Et sinon, ça marche pas. Sinon, ça marche pas. C'est comme la vie et la vie. Exactement. Et à un moment donné, il faut savoir faire des concessions, dialoguer pour trouver chacun sa place et son équilibre. Voiture, vous en faites ou pas? Vous conduisez? Oui, je conduis aussi, oui. Ouais. Non, je conduis aussi. Alors, les rencontres, c'est important chez vous. Oui. Hein, et il y a aussi quelque chose de très important, il me semble. Hein, et c'est lié peut-être au point, c'est la transmission. Oui, la transmission. Parce que quand on fait un métier comme le mien, il faut le partager. C'est tellement beau ce qu'on fait. C'est rude. Il n'y a pas à tortiller. Mais c'est tellement beau. On nourrit les gens. Il faut pouvoir le partager. Et puis, c'est dans l'énoncé. Quand je prends un morceau de pâte et que je le laisse de côté pour faire le levain de la fournée suivante, je suis dans la transmission. Et quand on vous entend, on se dit, Apollonia Pollan, elle est boulangère chez l'entreprise, mais elle est aussi artiste et intellectuelle. Hein, et intellectuelle. Vous réfléchissez beaucoup. Je sais pas. En tout cas, ce que j'aime, c'est mon métier et j'ai envie de le partager parce que j'ai envie de rassembler les gens autour de ces belles choses. Et qu'est-ce que vous avez envie, puisqu'on parle de transmission, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? J'ai envie de transmettre le goût de la simplicité d'une belle tranche de pain grillée, un petit peu de beurre. Alors si vous poussez la chansonnette, vous prenez du beurre demi-sel, vous le grillez que d'un côté, parce que si on est dans la transmission, on est dans le partage. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on grille le pain que d'un côté? On met 2 tranches dans le toaster. Et là, comme ça, on peut partager. Merci en tout cas, merci de ces conseils. Merci Apollonia Pollan de votre témoignage. Merci à vous de nous être fidèles. Bonne fin de journée sur Radio J. À dimanche prochain. Merci. Merci.